Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec les actualités du monde de l'art et notamment des actualités en lien avec les NFT, Sybille. Effectivement, beaucoup d'actualités en lien avec les NFT en ce moment. Je vous avais parlé il y a quelques semaines d'une actualité autour du MoMA de San Francisco qui avait déjà fait ses premières acquisitions. Là, nous parlons du centre Pompidou qui possède désormais ses premiers jetons non fongibles. C'est une des premières acquisitions d'un ensemble de NFT par une institution publique française. On parle de 18 projets de 13 artistes qui ont ainsi été retenus par la commission d'acquisition du musée. Ils entrent en collection par don, mais aussi par achat. C'est ce que précise le Centre Pompidou dans son communiqué. Parmi eux, on retrouve par exemple un CryptoPunk, le numéro exact c'est le 110, créé par les studios Larva Labs, mais aussi une œuvre de Fred Forrest, NFT, archéologie. Alors l'objectif du musée, c'est d'accompagner les artistes dans la conquête de nouveaux moyens de création. Alors il ne s'agit pas vraiment de s'intéresser au phénomène culturel des collectibles, c'est-à-dire la collection d'images vendues par NFT, mais vraiment d'explorer les nouveaux usages liés à cette technologie. Ces œuvres rentrent dans la collection Nouveaux Médias du musée qui s'enrichit depuis les années 70 d'œuvres en lien avec les technologies émergentes. Mais alors, on voit quand même qu'il y a une certaine appétence des musées pour le sujet, puisque ça n'est pas le seul musée aujourd'hui à s'enrichir de NFT, Sybille. Exactement, le musée aussi de Los Angeles a dit avoir reçu une donation de 22 NFT par un mystérieux donateur. Il s'exprime sur Twitter sous le pseudonyme de Cosimo de Medici. Ce serait donc la plus large collection de NFT aux États-Unis. Et parmi ces œuvres se trouve aussi un CryptoPunk. Un CryptoPunk que l'on retrouve un petit peu partout. Actualité NFT toujours, Sybille, un cas juridique apporte un éclairage sur les droits liés aux NFT. Voilà, c'est une question qu'on s'est souvent posée, c'est peut-on créer un NFT à partir de n'importe quelle image, n'importe quel objet? Et le 8 février 2023, un jury américain s'est prononcé pour la première fois sur une affaire de contrefaçon. Ce litige oppose la maison de luxe Hermès à l'artiste numérique Mason Rothschild. Le jury fédéral de Manhattan a déterminé que cet artiste, Rothschild, avait enfreint les droits de marque de l'entreprise et a accordé à Hermès 133 000 $ de dommages et intérêts au total. Effectivement, l'artiste a créé une collection numérique de sacs ressemblant grandement au fameux sac Birkin d'Hermès. Le projet artistique s'appelait même Meta Birkin. Et donc pour Hermès, l'œuvre de Mason Rothschild portait atteinte à la réputation de la marque. Et donc l'artiste vivant a vivement réagi sur Twitter, regrettant la fin de la liberté d'expression artistique. C'était pour les actualités liées aux NFT, mais ce n'est pas les seules actualités du monde de l'art cette semaine. Sybille, on termine par l'ouverture d'un espace dédié aux arts africains. Oui, c'est selon plusieurs médias. Le marchand belge Didier Clès vient d'inaugurer un espace à Paris, un espace seulement sur rendez-vous qui serait rue Danton, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, en plus donc de sa galerie principale qui est à Bruxelles. Il s'est exprimé auprès de The Art Newspaper. En fait, il souhaite ouvrir un lieu à l'opposé des foires, un lieu qui permette de prendre le temps, d'abord pour les grands collectionneurs, mais aussi pour les plus jeunes, afin de faire découvrir les œuvres d'art du continent africain. Ce déménagement est sûrement encore le signe de l'attractivité grandissante de Paris comme une place incontournable, une du marché de l'art. Merci beaucoup Sybille pour ces actualités donc, du marché de l'art cette semaine. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble Olivier Marian. Bonjour Olivier Marian. Bonjour Nicolas. Vous êtes le cofondateur d'Arteia. On va essayer de se demander ensemble en quoi la blockchain peut être utile au marché de l'art. Peut-être quand même tout d'abord un mot rapide sur Arteia, sur l'activité d'Arteia. Vous faites le pont finalement entre ce monde technologique de la blockchain et le monde de l'art, du marché de l'art qui se pose des questions sur cet usage ? Alors, d'abord, oui, effectivement, nous, on est spécialisé depuis 7 ans dans des solutions technologiques pour le monde de l'art. Et donc, évidemment, on a travaillé très tôt, depuis 2017, sur la blockchain. Et je pense que, oui, le marché continue à se poser des questions, mais nous, on y répond. On l'aide à trouver des solutions. Oui, c'est vraiment un outil très intéressant, notamment dans le monde de l'art, pour 2 sujets principaux qui sont en général la transparence et la confiance. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels la blockchain permet vraiment d'apporter des solutions. Et pourquoi dans le monde de l'art ? Dans le monde de l'art, par exemple, pour des problèmes de certificat d'authenticité. Aujourd'hui, quand vous sortez d'une galerie, si je sors de la galerie de chez Didier Clès, je vais avoir un objet et puis je vais avoir, si tout va bien, un certificat d'authenticité à côté, un papier. D'accord.
Donc, première étape, déjà, évidemment, c'est un cas d'école pour la blockchain, c'est-à-dire qu'on va digitaliser ce certificat d'authenticité et on va en créer une copie dans une blockchain. Donc, on va avoir une espèce de copie dans un coffre-fort qu'on peut consulter à tout moment et qui est certifié, qui n'est pas modifiable. Et donc, quand je vais consulter ce certificat, je suis certain que je ne vais pas le perdre, il ne va pas brûler, quelqu'un ne va pas en faire une fausse. Vous anticipez ma question de s'il existe déjà un certificat papier, pourquoi aller le mettre dans la blockchain? Mais parce que ce certificat, je peux le perdre, il peut brûler, et puis on peut en faire des faux. On peut très bien se balader avec un faux certificat, créer des faux pour des raisons évidemment financières. Donc là, on va avoir un certificat qui est digitalisé, totalement certifié. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, grâce à notre technologie, on fait le lien avec le monde physique et avec l'objet physique, c'est-à-dire qu'on va coller une puce NFC sur l'objet. NFC, pas NFT Donc, du coup. NFC, absolument. Near Field Communication. C'est un piège, effectivement. Donc, c'est une puce, c'est la puce que vous avez dans vos cartes de crédit qui permet de faire du paiement sans contact. D'accord. Donc, c'est une petite puce qui ressemble à un autocollant. C'est une technologie qui était déjà. C'est une technologie qui existe depuis longtemps. Simplement, nous, on a beaucoup travaillé à, d'une part, sécuriser cette technologie. Donc, on a une puce qui, une fois qu'elle est collée, si on essaie de la déchirer, de l'enlever, pardon, elle se déchire. Donc, elle se casse. Donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose avec l'objet. Et d'autre part, elle est totalement encryptée. C'est impossible de faire une copie de cette puce. Donc, on ne pourrait pas créer 10 copies d'un objet ou 10 copies de la puce qui est sur l'objet. Et donc, quand on scanne avec son téléphone, tout simplement, avec un téléphone portable, on scanne cette puce, on a accès au fameux certificat digital qu'on a sécurisé sur la blockchain. Donc, on résout un énorme problème qui était aujourd'hui, d'une part, j'ai des objets, je ne sais pas s'ils sont vrais ou faux, et puis les certificats, ça reste un bout de papier. Donc ça, c'est une des solutions majeures que vous apportez et qui est basée sur la blockchain. Exactement, exactement. Et c'est une utilisation tout à fait simple. C'est des technologies qui étaient existantes, mais on a réussi à travailler pour mettre ensemble cette puce NFC et cette blockchain pour faire quelque chose de très simple d'utilisation et qui apporte beaucoup, beaucoup de valeur pour enfin de la transparence et de la confiance. La transparence, justement, alors j'imagine que le point principal de cette blockchain, c'est qu'à travers cette puce, on peut retrouver toutes les informations liées à l'œuvre d'art et qui sera sécurisée sur la blockchain. Alors peut-être que je me trompe. Alors, oui ou non, ça va être un petit peu au choix de la personne qui va utiliser cette puce. On peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer une maison de vente. Une maison de vente, elle va recevoir, si vous voulez vendre un Picasso, vous allez devoir poser votre Picasso chez, je ne sais pas si on peut dire des marques, mais une des grandes maisons de marque. Bien sûr, oui, disons comme ça, ouais, très bien. Voilà, une des grandes maisons qui va recevoir cet objet, ce tableau chez elle. Elle va faire un certain nombre de due diligence, de vérification. Mais alors, juste, pardon, Ouais. vous posez une puce NFC sur un Picasso existant? On accepte ça, de poser une puce sur un Picasso? C'est là que ça va être intéressant. On va regarder à quel endroit on va poser la puce. Aujourd'hui, les grandes maisons de vente, qu'est-ce qu'elles font? Elles posent un petit autocollant papier avec un petit code barre sur, en général, le châssis. Ce qui est très intéressant, au dos des tableaux, quand vous regardez le dos d'un tableau important, il y a toute une partie de l'histoire, donc c'est pour ça que je réponds à votre question, il y a toute une partie de l'histoire de ce tableau. Où est-ce qu'il a été exposé dans telle galerie, en général, quand il est passé en vente dans telle ou telle maison de vente. Donc on a cet historique qui est pour l'instant une succession de petits autocollants papier à noter sur le châssis. Donc oui, on essaye de ne pas abîmer la toile, donc on va plutôt, dans ce cas-là, mettre un autocollant sur le châssis. Donc nous, on propose de mettre plutôt une puce. Pourquoi? Parce que cet autocollant, il a très peu d'informations. De nouveau, on peut faire des faux autocollants. Et là, évidemment, je reprends tous mes arguments, où on a une puce impossible à copier et qui permet d'avoir accès très rapidement en la scannant, par exemple, à la page de résultats de la maison de vente. Même chose pour une galerie, même chose pour un artiste. Et vers qui on se tourne du coup pour inscrire cette historique du parcours de la toile? C'est un informaticien ou c'est vers vous? Alors nous, on fournit une solution où directement le sachant, on va dire, la personne qui prend l'engagement d'écrire des informations, donc ça peut être l'artiste, ça peut être sa galerie, ça peut être une maison de vente. Ils ne vont pas tous délivrer la même chose. Typiquement, un artiste et une galerie vont pouvoir délivrer un certificat d'authenticité, alors qu'une maison de vente, en général, elle ne va pas vraiment, délivrer le certificat d'authenticité. Elle n'en a pas vraiment l'autorité, puis elle ne veut pas forcément prendre le risque. Et donc, elle va dire qu'elle a fait ses due diligence et qu'elle a retrouvé un certificat existant. Mais donc, ces personnes-là, on leur donne un accès à un site web dont ils sont les seuls à avoir accès, et ils vont générer le certificat d'authenticité pour un artiste et une galerie, ou le certificat de passage dans une vente pour une maison de vente. Donc, une fois qu'on a ce certificat digital, nous, on l'ancre dans la blockchain. Et pourquoi la blockchain plutôt qu'un coffre-fort numérique classique?
La blockchain, c'est le coffre-fort digital par excellence. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce coffre-fort, il est consultable par tout le monde. Ça veut dire quoi? Donc là, je reprends cette idée de transparence et de confiance. Ça veut dire que mathématiquement, n'importe qui aujourd'hui peut assez facilement aller vérifier que l'information dont nous, on prétend qu'elle est vérifiée, elle est effectivement vérifiée, puisqu'ils peuvent aller vérifier sur la blockchain les informations qui ont été encodées. Donc, ils ne sont pas obligés de faire appel à ce qu'on appelle un tiers de confiance. Historiquement, la confiance, elle était obligée d'être accordée à un tiers de confiance. Et aujourd'hui, grâce à la blockchain, la confiance, elle se fait envers une technologie. Mais assez facilement, il faut quand même avoir un petit peu de savoir sur ce monde. Nous, on fournit des outils pour que les gens... Peur, oui, comme terme. oui, alors, assez facilement. Beaucoup de gens, maintenant, il y a des outils, il y a des sites web qui permettent d'aller contrôler, de retrouver une information. Et donc, voilà, effectivement, nous, on est plutôt informaticiens, mais c'est une information assez facile à aller vérifier, en tout cas. Alors que, d'habitude, vous êtes obligé de faire confiance à un tiers de confiance qui a dit que c'était bien. Il faut lui faire confiance. Et je pense aux acteurs comme les maisons de vente. Est-ce qu'elles vont facilement donner toutes ces informations? Est-ce qu'elles ont intérêt à ce que tout soit inscrit? Parce qu'on les sent parfois un petit peu réticentes à donner les prix, les dates, etc. Enfin, tout l'historique de vente d'une œuvre d'art. Ou même les acheteurs. Est-ce que les acheteurs ont envie qu'on sache que c'est passé par telle ou telle collection? C'est un sujet. Ça, c'est un autre sujet, d'accord. Non, c'est une très bonne question. C'est assez rigolo. C'est que les collectionneurs, nous on travaille avec beaucoup de collectionneurs pour une autre activité d'Arteia qui est, on fournit une solution de gestion de collection. Donc c'est comment faire votre inventaire. Les collectionneurs, ils aiment tout savoir d'une œuvre, mais effectivement, ils n'aiment pas trop donner des informations. Mais pour répondre à votre question, les maisons de vente le font déjà. C'est-à-dire que la plupart des maisons de vente, vous avez sur le site web le résultat des enchères, et puis toute cette information qui a été travaillée d'abord par la maison de vente, donc provenance, exposition, littérature, quand la provenance est connue. Donc quand c'était la collection d'un grand collectionneur, en général, on le dit. Si c'était Rockefeller, il y a eu quelques années, la vente de la collection Rockefeller, évidemment, ça apporte de la valeur à la vente, et c'est connu, et c'est public. Donc il y a des sites d'information, comme ArtPrice, comme d'autres, qui accumulent toutes ces informations. Donc vous pouvez les consulter. Le problème, c'est que l'information, de nouveau, elle est sur le site web de Christie's, mais elle n'est pas liée à l'œuvre. Nous, en mettant une puce sur l'œuvre, on sait tout de suite qu'on parle de cette œuvre-là, et non pas d'autre chose, et c'est mieux qu'un petit autocollant en papier. Et on a parlé des collectionneurs, justement. Là, vous avez une actualité. Vous gérez maintenant la collection de la Commission européenne. Absolument, absolument. Vous pouvez décrire ce que vous faites et en quoi vous pouvez être utile à certains collectionneurs? Donc, on a un logiciel qui est un logiciel de gestion de collection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens, aujourd'hui, quand ils ont une collection d'art, ils ont soit des papiers, des factures, des choses comme ça, un petit carnet ou un fichier Excel, éventuellement. Et nous, on a un logiciel, donc c'est une solution qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire que c'est des serveurs, on y accède par un navigateur web, donc sur son ordinateur ou sur son téléphone portable, et on va pouvoir stocker toutes les informations qui permettent de créer une espèce de CV, de fiche d'identité de chaque œuvre. Donc là, on n'est plus sur de la blockchain. On n'est plus sur de la blockchain. On est sur d'autres services technologiques, d'accord. Voilà, exactement. C'est un autre service que notre société propose, et qui est en lien souvent avec cette première solution dont je vous ai parlé, parce que typiquement un artiste qui a envie de sécuriser tous ses certificats, il va utiliser notre logiciel de gestion d'inventaire, et ensuite il va sélectionner cette solution pour générer ces certificats. Alors, Sybille a effectivement déjà posé la question, mais c'est vrai que si je reviens sur le sujet blockchain, on imagine très bien l'accès à un registre inviolable pour pouvoir prouver la provenance d'une œuvre, par exemple, qui aurait été créée aujourd'hui. En revanche, des œuvres d'hier, finalement, on en reste à une confiance vis-à-vis du marchand ou vis-à-vis de l'expert. Comment est-ce qu'eux, ils voient des solutions comme celle-là qui viendraient remettre en cause peut-être leur rôle de tiers de confiance? Non, alors il n'y a pas de remise en cause, c'est vraiment un outil qui permet une approche plus moderne. Donc on fait, en plus de ces deux solutions dont on a parlé, on fait aussi une troisième, très bien. Oui, absolument, mais qui est complètement cohérente avec le reste. Et donc c'est un catalogue raisonnant. C'est exactement ce que vous avez décrit. Aujourd'hui, un artiste vivant ou l'estate, c'est-à-dire l'entité qui gère les droits de propriété intellectuelle d'un artiste mort, en général, il gère ce qu'on appelle le catalogue raisonné d'un artiste, c'est-à-dire la liste des œuvres reconnues par un artiste. Et nous, évidemment, on propose de digitaliser
ces informations, donc créer une base de données et un site web qui permet de consulter ces informations. Et de nouveau, ça a beaucoup de valeur, et donc on sécurise cette base de données sur la blockchain de nouveau, et donc on peut consulter très facilement la liste reconnue des œuvres d'un artiste, et c'est l'artiste qui a pris l'engagement de ça, et il est très content de le faire parce que ça sécurise sa création, son patrimoine. Merci beaucoup Olivier Marion d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. On aura parlé blockchain, mais pas que finalement. Donc je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Arteia. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.